Bonjour à toutes et tous. Quelle mouche a donc piqué cette étudiante en biologie dans son laboratoire? Assurément, celle du théâtre. Et c'est ce que nous allons découvrir à présent. Et voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 3e numéro de notre émission Culture à l'université avec Camille Grignon. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, je suis particulièrement heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes auteur et metteur en scène, metteuse en scène. C'est beaucoup mieux de les féminiser. Et vous avez alors vraiment un itinéraire tout à fait particulier à l'Université de La Réunion, parce que notre émission s'appelle Naissance d'une vocation et on va voir que c'est tout à fait justifié. Alors, je vais vous demander en quelques mots de vous présenter. Alors effectivement, j'ai commencé dans la biologie et même en médecine encore avant. Et j'ai fait 4 ans de parcours scientifique, vraiment bac S, médecine, biologie. Et au bout de la licence, j'en ai eu marre en fait. Et j'ai complètement changé pour partir dans le théâtre. J'avais découvert le théâtre en parallèle à la biologie. Et après, j'ai fait le conservatoire et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Alors, on va détailler ça. Donc, on a une étudiante plutôt brillante qui a un bac S, qui entame des études de médecine. On sait combien c'est difficile. Et puis, qui se dit, finalement, la biologie, c'est pas mal. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous allez voir... Hop, vous allez frapper à une porte. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce que vous avez rencontré le théâtre à l'Université de La Réunion? À la base, c'est une amie qui était aussi avec moi en biologie et qui adorait le théâtre, qui me disait « Ah, c'est bien, tu devrais venir, le théâtre, c'est super, ça va te changer les idées. » Moi, j'avais une image très, très vieillotte du théâtre, je voyais ça complètement différemment. J'imaginais les grands Roméo et Juliette avec les grosses robes, les trucs un peu... Et je me suis dit « Ah, c'est pas pour moi. » Et puis, j'ai changé d'avis, je l'ai accompagnée sur l'atelier de la fac, du coup, avec Jacques Deshailles, le premier prof que j'ai eu, et j'ai adoré, c'était super. Et depuis, j'ai pas quitté le théâtre, tout simplement. Voilà, c'est même devenu carrément une vocation parce que du coup, vous avez laissé vos études et puis là, vous allez entamer de véritables études de théâtre. C'est ça, complètement. J'ai fait le conservatoire pendant 3 ans. J'ai fait aussi l'atelier théâtre pendant 3 ou 4 ans, je crois. Et alors j'ai arrêté le conservatoire, mais voilà, je pense que je retournerai me former. Alors où, je sais pas, quand, je sais pas, mais en tout cas je suis toujours dedans, ça c'est sûr. Alors on a une jeune femme de 24 ans en face de nous qui a déjà un itinéraire qui est déjà bien long de théâtre. Et alors, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle particulièrement, c'est alors, quand on commence dans un club de théâtre, on se dit, je vais plutôt être comédienne. Et alors vous, c'est pas du tout ça qui s'est le plus révélé à vous? Non, c'est pas du. Alors oui, j'avais envisagé comédienne aussi au début. Quand on commence dans le théâtre, je crois qu'on veut tous plus ou moins être sur les planches. C'est un réel plaisir d'être face à un public. Mais j'ai découvert que je prenais encore plus de plaisir à écrire et à mettre en scène, parce que je peux vraiment parler de mes idées, de ce que j'aime au théâtre. Je peux mettre ça sur scène pendant 1h30 et le choix m'appartient. Et c'est une liberté plus grande encore que d'être au plateau. Mais les deux font un plaisir différent. Mais oui, alors c'est formidable. Donc déjà, à votre jeune âge, vous avez déjà plusieurs choses à votre actif. Alors on va voir notamment, vous avez écrit et mis en scène une pièce de théâtre qui s'appelle « N'oubliez pas de sourire ». On va voir là l'affiche. Alors, c'est à moi ce qui me frappe moi dans votre œuvre, c'est que nous sommes au-delà de la simple écriture. C'est un véritable engagement. C'est vraiment quelque chose de très important. On voit bien que ce n'est pas juste écrire pour écrire, c'est pas raconter une histoire. C'est véritablement la charger avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'intentions et un véritable engagement aussi sociétal. Alors, je veux bien que vous nous racontiez, pour commencer, alors, cette pièce de théâtre. Alors, cette pièce de théâtre est dans un univers dystopique, un univers dystopique qui est à la fois absurde, où on n'est pas tout le temps dans des moments lourds et pesants. Il faut aussi qu'il y ait de l'humour, des moments un peu
pour relever ça. Et c'est un univers qui est inspiré donc du wokisme, de la cancel culture, mais aussi du crédit social, comme on voit ce qui peut se passer en Chine, par exemple. Et c'est une dystopie qui est inspirée de mes lectures, donc 1984, Le meilleur des mondes, ce genre d'univers-là un peu pesant et très engagé. Et dans cet univers-là, les livres sont interdits. Il y a le crédit social qui remplace l'argent tel qu'on le connaît actuellement. Et l'histoire tourne autour du fils du gouverneur qui a perdu beaucoup trop de points de crédit social et qui va devoir en regagner le long de la pièce. Et il va rencontrer d'autres personnes sur son chemin, notamment Sarah, qui, elle, est plus engagée et voudrait vivre dans un autre monde, dans un monde où les livres sont autorisés. Et de là, progressivement, va naître une forme de manipulation, une histoire d'amour. Et bon, la pièce ne se finit pas très bien. Nous sommes dans un univers dystopique, malgré tout. Oui, alors, on voit bien que l'influence des inquiétudes qui agitent notre monde est très importante dans cette pièce et cet univers particulier qui est à la fois ubuesque. On sent bien vos influences au niveau de votre goût de théâtre que vous avez découvert. Et puis aussi au niveau de l'atmosphère pesante, c'est vrai qu'on se retrouve dans ces films de science-fiction, dans ces œuvres écrites de science-fiction très très pesantes et très difficiles, où la vie devient difficile. C'est à la fois très loin et très proche de nous dans notre imaginaire. Et moi, ce qui m'a fascinée aussi dans cette pièce de théâtre, c'est que on a aussi des rôles qui peuvent être tenus par des hommes, par des femmes, indifféremment. Ça, c'est quand même assez étonnant parce que c'est pas souvent qu'on rencontre ce cas de figure dans les œuvres théâtrales. Il y a 2 raisons qui m'ont poussée à faire ça. La première, effectivement, comme j'étais au conservatoire et comme j'étais plutôt sur les planches, il y avait quelque chose qui m'a frustrée tout le temps, c'est que les rôles que je voulais jouer, c'était toujours des rôles masculins et il y a plus de rôles masculins que de rôles féminins dans les pièces qu'on nous propose, et au plateau il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je trouve que c'est terrible parce que nous aussi on a envie de jouer des personnages importants, on a envie de faire partie du combat au plateau et selon les pièces c'est pas forcément évident. Et j'avais envie de proposer des rôles qui soient au-delà du genre masculin ou féminin, juste des rôles avec des personnages qui évoluent et de dire voilà, t'es un homme, c'est très bien, t'es une femme, c'est tout aussi bien, et l'évolution du personnage restera la même que ce soit un homme et une femme. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est mon groupe aussi qui m'a permis de ça, parce que j'ai des personnes qui sont mixtes. Je vais avoir des gender fluides, je vais avoir des trans, je vais avoir des personnes avec des personnalités extrêmement riches. Et ces gens-là, j'ai envie de leur proposer aussi des rôles qui puissent leur correspondre. Oui, alors ça c'est vraiment formidable parce que on voit bien dans les pièces de théâtre, la plupart du temps c'est extrêmement genré. Et puis on est vraiment non seulement dans des genres, mais aussi dans finalement des archétypes très stéréotypés. Enfin voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça c'est une écriture très nouvelle. Moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans votre travail. C'est vraiment cette écriture très nouvelle qui offre des perspectives incroyables en termes de création. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Merci, ça me fait plaisir, et c'était important pour moi de valoriser chaque comédien dans son rôle et dans son personnage, au-delà des clichés qu'on a tendance à perpétuer, même involontairement, mais d'aller au-delà de ça. C'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. Alors, ce que je vous propose à présent, Camille, c'est on va regarder des extraits de cette pièce de théâtre. Alors, le premier extrait on va voir, il y a des moments très très humoristiques. C'est vraiment une pièce qui est à la fois lourde dans sa charge émotionnelle, dans sa charge historique, dans sa charge dystopique en l'occurrence, et puis en même temps qui reste du théâtre très vivant et avec des moments très amusants. Alors, on va voir ce premier extrait de la leçon du fils du gouverneur. Je voudrais que vous m'expliquiez à quel moment ça intervient, qu'est-ce qui se passe là, puis avant de la regarder.
Alors, dans cet extrait-là, nous avons Bobby, qui est le fils du gouverneur, et Sarah. Donc, c'est la première fois sur scène qu'ils vont se rencontrer. Sarah a été juste avant embauchée par le gouverneur pour donner des leçons, des cours particuliers à Bobby, pour qu'il regagne un point de crédit social. Et Bobby, lui, c'est la première fois qu'il va rencontrer Sarah. Donc, au début de l'extrait, il va y avoir un moment où il va avoir tendance à vouloir draguer un peu Sarah, et il va se suivre la leçon, en fait. Voilà, alors on va regarder à présent cet extrait que je vous propose de découvrir. Alors, sais-tu ce qu'est l'agriculture durable? Oui, c'est quand on arrive à faire durer les fruits et les légumes plus longtemps par rapport à la date de péremption, quoi. Très bien. Peux-tu me dire la date en anglais? The date. Non, la date d'aujourd'hui. The date of today. Sais-tu ce qu'est un mirador? Une race de chien. 24 moins 21. 53. Peux-tu me situer l'Afrique du Sud? Au sud de l'Afrique. Près du Brésil. Le nom du gouverneur? Bon, on va faire une pause. Voilà, donc on a un moment vraiment très amusant hein, qui plaisait beaucoup au public. Donc avec ces leçons, il est pas arrivé au bout de son permis de ville. Hein. Avant qu'il regagne des points, il y a du travail. Hein. Oui, il y a encore beaucoup de travail, c'est clair. C'est vrai qu'il y a un public qui est vraiment est très intéressé. Alors j'en profite là pour vous demander, ça a été créé à quel endroit? Ça a été créé à l'Université de La Réunion. J'ai eu la chance d'avoir une salle accessible gratuitement toute l'année, une fois par semaine, pendant 3 heures ou plus. J'avais un temps comme ça pour préparer des étudiants. Ils sont majoritairement étudiants, mais des fois, ils viennent d'ailleurs, ils ont un travail, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir le soutien du service culturel pour pouvoir créer cette pièce sans avoir à débourser d'argent, ce qui est une chance. Ah ben oui, tout à fait. Alors justement, on va revenir sur le rôle du service culturel là. Avant de voir la suite des extraits, on va d'abord parler un petit peu de ça. Ben voilà, d'abord, je remercie à nouveau, Karine van der Steen de son aide et de son action au sein du service culturel de l'université, parce que vraiment, elle se dévoue beaucoup à cette mission et c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que vous a apporté ce service culturel? Alors déjà, elle a fait naître indirectement votre vocation. Mais qu'est-ce qu'apporte le service culturel de l'université dans vos œuvres? Moi, ça me permet d'avoir un réel soutien. Quand j'ai commencé ce club, j'ignorais complètement les démarches administratives. Comment monter un spectacle de théâtre, quel papier faire, comment démarcher les gens, surtout quand on n'est pas connu, qu'on n'a pas de réseau, c'est très compliqué. Donc moi, je savais que j'avais la salle pour répéter, j'avais les jeunes qui étaient là, qui étaient motivés, et elle fait le lien en plus avec le théâtre. Donc moi, ça m'a permis d'accéder à ce théâtre pour les représenter. Pareil, gratuitement, sans avoir à débourser quoi que ce soit. Donc, c'est un vrai soutien. Ça m'a permis de faire connaître la pièce devant un public, de pouvoir me lancer un peu. Et en plus, récemment, depuis septembre, maintenant, elle finance les cours que je donne à ces étudiants-là. Donc, c'est un réel soutien et ça me permet d'avancer et de franchir une étape supplémentaire. Ah oui, c'est formidable. Alors, on va poursuivre sur cette pièce. Là, à présent, on a une scène un peu étonnante avec un ballet. Alors, racontez-moi un petit peu de quoi il s'agit, à quel moment on est de la pièce. Donc là, c'est toujours pour gagner des points de crédit social de la part de Bobby. Il a été embauché pour aider une handicapée dans son appartement en faisant du ménage et autres choses de ce type-là. Sauf que le gouverneur craint un petit peu les capacités de son fils en disant qu'il sera incapable de faire ça tout seul. Alors il y a un autre jeune homme qui est dans la même situation que lui qui est venu pour l'aider parce qu'à deux, il devrait mieux y arriver que tout seul. Et donc là, dans cet extrait, ils arrivent tous les deux dans l'appartement de cet handicapé. Ok, on va regarder à présent ce nouvel extrait. Bonjour,
Nous sommes... Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes là pour travailler. Alors travaillez. Mais je vous connais, non? Oui, je suis le père du gouverneur. Non, je suis... Mon père, c'est son fils. Non, je suis le fils du gouverneur. Enfin, je crois. Pas toi, lui! Moi? Donc on voit vraiment... alors d'abord, bravo aussi aux comédiens parce qu'ils sont assez formidables, je dois dire. Hein. C'est vraiment joué avec beaucoup de cœur et beaucoup d'humour. On voit comment cette pièce vraiment plaît aussi au public, malgré son sujet sérieux, comment finalement l'humour est là véritablement pour soutenir tout ce propos. Et alors, justement, je voulais parler de la personne handicapée, du coup, de ce personnage qui intervient dans votre pièce. Alors oui, effectivement, déjà les comédiens ont fait un travail remarquable. Ils y ont mis vraiment tout leur cœur parce que c'est des amateurs, ils ont un travail, des études, un emploi du temps surchargé et malgré tout, ils se sont vraiment donnés à fond pour que ce spectacle se passe dans les meilleures conditions possibles. Et oui, effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a des personnes handicapées qui ont accès à une scène de théâtre et c'est bien dommage, surtout que cette personne, Alison en l'occurrence, joue très bien. Ma foi, elle est aussi volontaire que n'importe qui d'autre et a les mêmes capacités que les autres pour peu qu'on lui donne la chance de venir avec nous dans la troupe, tout simplement. C'est vraiment une belle démarche, hein. Une démarche à la fois ouverte à l'ensemble des différences, à l'ensemble des... voilà, on est, quel que soit son genre, quel que soit son handicap, quelle que soit sa différence, on est toujours mis en valeur dans votre théâtre. Et moi, je trouve que c'est particulièrement remarquable. Alors, on va regarder une dernière petite scène. Alors là, moi, je suis tout à fait admirative de l'écriture de cette scène parce que véritablement, on voit dans le cours qui va être donné une leçon de musique, de société. Vraiment, c'est tout à fait extraordinaire, si vous voulez en parler 2 petites minutes. Alors ça, c'est quasiment à la fin de la pièce, quand il y a... Alors à la fin, il y a l'équivalent des goulags et des camps, mais c'est un camp du sourire où ça sert à réhabiliter un petit peu les rebelles pour les forcer à rentrer dans le moule quelque part. Et cette leçon sert à faire rentrer un peu les gens dans le moule, c'est un exemple. Et ça dénonce un petit peu ce qui se passe dans le wokisme, dans les extrêmes, quand on essaye de tout modifier, de tout supprimer et qu'on a tendance à s'offusquer de choses et qui finalement desservent un propos pourtant très important, la lutte contre l'homophobie, le racisme, il faut en parler, c'est très important, mais ce wokisme-là, en l'occurrence, je trouve que ça dessert le propos et c'est un peu le sujet de l'extrait qui va suivre. Alors, on va regarder cet extrait, mais auparavant, je voulais revenir sur le titre, justement, de la pièce, qui est un petit peu un leitmotiv tout au long, puisque c'est ce qui conclut à chaque prise de parole, c'est « N'oubliez pas de sourire ». Vous pouvez m'en dire 2 mots? Alors, c'est « N'oubliez pas de sourire » qui, quand on ne connaît pas, peut être une invitation à sourire. Dans cette pièce, devient plus un ordre et plus de l'ordre de la menace. Attention, si tu ne souris pas, tu sors du cadre, et si tu sors du cadre dans cette société-là, c'est pas bon du tout. Donc voilà, c'est une phrase à la base optimiste qui est transformée pour devenir une menace et quelque chose de tragique à la fin de la pièce. Ouais, c'est vraiment... Et là, on va voir justement cet aspect de rééducation du peuple par cet extrait. Bien. L'histoire de la musique,
ou comment la révolution musicale a marqué un tournant dans la révolution égalitaire de notre société. Il faut savoir qu'avant la construction de notre société, le monde était injuste sous toutes ses formes. Et l'art, comme la musique, était à l'image des discriminations d'aujourd'hui abolies. Tous ces compositeurs blancs, sexistes, homophobes. Personne n'était en mesure de citer le nom d'une grande compositrice de musique. Alors on a tout supprimé. Partir sur une base plus saine, plus propre. Grand 1, la réécriture du solfège. Le solfège était en réalité un alphabet musical compliqué. Se voulant universel, le solfège était en réalité une écriture élitiste. Hein? Pour les bourges. C'était codé sous forme de points. Il y avait notamment la blanche, la ronde et la noire. Et chaque point, selon le nom, correspondait à une longueur de temps différente. Ainsi, une blanche valait 2 noirs et une ronde 2 blanches. Et évidemment, je ne vais pas m'attarder sur la grossophobie grotesque, disant qu'une ronde prend 2 fois plus de temps qu'une blanche. Enfin bon, c'était très représentatif de la société de l'époque où les races ne se valaient pas. Et quand on sait qu'à l'époque, il fallait 2 personnes blanches pour être à l'égal d'un blanc, 2 personnes noires apparentées femmes pour une personne noire apparentée homme, pour 2 personnes noires apparentées hommes pour un blanc, imaginez le nombre de femmes noires qu'il fallait pour un blanc. Alors, tout a été remplacé. Une écriture sous forme de tablature, inventée pendant la construction de notre société et inventée pendant la révolution des éveillés. La musique est devenue moins compliquée et plus accessible pour les autres. Voilà. Le cours est terminé. Eh ben, c'est pas simple de suivre son cours, hein. Donc bravo pour l'écriture qui est vraiment pleine de subtilité. Et c'est vraiment très très intéressant. Merci. Alors, on va terminer avec avec cette pièce donc qui a été jouée. Quel est son avenir aujourd'hui? Alors son avenir, c'est compliqué parce qu'on est nombreux, enfin ils sont nombreux au plateau. Là, il y a une dizaine de comédiens. Je peux réduire maximum à 6 personnes, mais ça reste quand même beaucoup. Donc professionnaliser cette pièce, pour l'instant, dans mon cas, ce n'est pas possible. Je tente plutôt de la faire éditer pour qu'il reste une trace au moins écrite en version livre. Donc là, j'en suis à toquer aux portes des éditeurs, à voir un petit peu qui voudrait éditer cette pièce. Et après, oui, j'aimerais beaucoup pouvoir la rejouer dans la mesure du possible. Pourquoi pas l'inscrire à un concours étudiant ou la ressortir en amateur. Mais je la garde sous le coude, en tout cas. Et j'espère la ressortir un jour. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous aurez la chance de la faire éditer parce que c'est vraiment une très belle pièce. Alors, merci. On va passer maintenant à vos projets. D'accord. À vos projets. Alors, vous avez une nouvelle pièce qui est écrite aujourd'hui, qui est prête. Alors, vous en êtes où? On va voir déjà la fiche de cette pièce qui est bientôt en mesure d'être produite. On n'était pas si mal en 40. Alors, écoutez, déjà, dites-moi, on en est où sur cette pièce-là? Alors là, pour l'instant, j'en suis à la période de réécriture de la pièce. J'ai le premier jet, mais il faut que je la retravaille. J'en suis aussi au moment où je forme un petit peu ma comédienne Loïs pour répéter, pour mettre la pièce au plateau, création, costume, décor, ce genre de choses. Et puis du démarchage beaucoup, contacter les théâtres, les médiathèques, les collèges, ceux qui seraient intéressés éventuellement pour m'aider à monter cette pièce. Pourquoi pas des ateliers, des lectures, des répétitions publiques, ce genre de choses. Alors, cette pièce, elle, se passe durant la Seconde Guerre mondiale, dans la zone occupée, et on voit l'évolution d'une amitié entre Ava et Mathilde. Alors, je vous laisse me la raconter.
Alors, effectivement, le titre de cette pièce est purement ironique. Ava et Mathilde, c'est deux jeunes femmes qui ont la chance d'étudier à la fac, ce qui, à l'époque, n'était pas si commun que ça peut l'être aujourd'hui. Une immigrée, Mathilde, et une juive, Ava. Et cette amitié qui paraît on ne peut plus normale au début de la pièce va très vite s'avérer être toxique avec une prise de pouvoir de Mathilde sur Ava qui profite de la situation du nazisme et de la France occupée où Ava va se retrouver de plus en plus impuissante et rejetée et aura peur de cette société. Oui, puisque là, on a véritablement une montée de l'antisémitisme et c'est au cœur de cette pièce, en même temps que l'évolution de cette amitié. Oui, complètement. C'est de l'antisémitisme vu à travers cette amitié. À la base, Mathilde n'est pas antisémite, c'est des intérêts personnels qui la poussent à devenir ce qu'elle deviendra dans la pièce. Mais on voit que malgré tout, la montée de l'antisémitisme, les clichés qu'on pouvait avoir sur les juifs et comment Ava va vivre cette situation-là. Alors moi, je m'interroge, comment est-ce qu'une jeune femme comme vous, pourquoi est-ce que vous avez envie de traiter ce sujet-là ? Je sais pas, c'est venu comme ça en fait. À la base, je voulais m'inscrire à un concours de théâtre et j'avais seulement des consignes. Il fallait qu'il y ait que 2 personnes au plateau, donc forcément, il fallait que je fasse un huis clos. Et c'était à peu près la seule consigne que j'avais et je savais pas quoi écrire et c'est venu comme ça. Après, j'ai déjà vu et entendu des choses qui m'ont choquée sur différents sujets et notamment l'antisémitisme. J'ai découvert il y a peu que l'antisémitisme existait encore et j'avais entendu des choses qui m'avaient vraiment choquée, qui m'avaient marquée et j'avais besoin d'en parler, tout simplement. Oui, alors c'est vraiment, c'est étonnant parce que vous vivez à La Réunion, donc sur une terre du vivre ensemble, et c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder ici parce que ça nous paraît un petit peu plus éloigné. Oui, c'est vrai qu'ici, la question de l'antisémitisme, on n'entend pas spécialement parler. Et il y a tellement d'ethnies différentes, tellement de religions différentes que pour nous, c'est normal de tolérer, d'accepter entièrement les différentes origines des uns des autres, le métissage, et c'est une super chose. Mais malgré tout, ce n'est pas le cas dans l'ensemble du monde, tout simplement. Et c'est vrai que les remarques antisémitisme, je les ai plutôt entendues quand j'étais en voyage sur Paris il y a un petit moment déjà. Donc voilà. Et ça vous avait particulièrement frappé. Mais écoutez, vraiment, Camille, je vois bien que vous allez avoir une belle carrière. Vous avez des tas de choses à écrire, à faire, et c'est vraiment très intéressant. Moi, je vous remercie d'être venu nous en parler aujourd'hui. C'est vraiment. Je remercie aussi le service culturel qui nous a fait nous rencontrer, et je vous souhaite vraiment beaucoup de chance encore et d'épanouissement dans vos projets. Et je suis bien certaine que vous allez faire naître aussi des vocations dans les étudiants à qui vous donnez des cours à l'université. Eh ben, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir d'être là et de pouvoir échanger autour de ça. Et oui, je crois que j'ai aidé un petit peu à mon niveau à faire circuler le théâtre et à donner l'envie aux jeunes de continuer le théâtre. Donc, c'est super. Merci encore. Alors, voilà, nous terminons donc cette émission sur cette jolie conclusion. Je vous propose de nous retrouver très bientôt sur les réseaux de l'Université numérique de La Réunion et sur notre site internet unr.univ-réunion.fr. À bientôt. Thank you.